Vous allez croiser notre invité que j'invite à nous rejoindre, Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement National de la Somme, réélu au cours de ces élections législatives. Bonjour Monsieur Tanguy, je vous en prie, installez-vous, bienvenue dans le 6-9. Un mot peut-être au sujet de cette affaire, alors je ne vous demande pas votre avis sur les faits, évidemment sur ce qui s'est passé, mais si ces joueurs sont reconnus coupables par la justice argentine, est-ce qu'il faut d'autres sanctions selon vous? Est-ce qu'il faut par exemple les exclure de l'équipe de France à vie? Est-ce qu'il faut des choses complémentaires ou pas? Moi, j'ai pas d'avis sur cette affaire. Moi, la présomption d'innocence, j'espère qu'ils soient innocents et le cas échéant, s'ils sont coupables, ils doivent être sévèrement punis. Évidemment, ils n'auront plus leur place en équipe de France, mais j'ai pas spécialement. Est-ce qu'il faut qu'ils purgent leur peine en Argentine en fonction de ce qui se passe, ou est-ce que vous pensez qu'il faut les extrader et qu'ils la purgent en France? Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas réponse à tout. Une information. Pardon. Ouais. Vous faites une différence entre ce qui a été dit par un certain nombre de personnalités de votre parti sur les footballeurs, et notamment au moment d'une préférence pour voter, et puis les rugbymen qui ont toujours été considérés plutôt comme étant précisément des garçons ou des filles qui ont plus peut-être de sens de l'honneur, de sens des responsabilités, ou est-ce que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas? Non, sincèrement, je n'ai pas d'avis sur la différence de posture politique des uns et des autres. Alors, une information qui nous parvient là, source concordante à TF1 LCI, réunion autour du président de la République ce matin à 11h30 avec les chefs de la majorité. Il y aura le Premier ministre et la présence de Gérald Darmanin. Il sera évidemment question, j'imagine, de ce qui va advenir ces prochains jours, ces prochaines heures. On n'a toujours pas de gouvernement, Monsieur Tanguy, on n'a toujours pas de Premier ministre. Votre parti a espéré, dans cet entre-deux-tours, accéder au pouvoir. Comment est-ce que vous regardez la situation dans laquelle nous nous trouvons ? C'est le bourbier qu'avait annoncé Marine Le Pen avant le deuxième tour. Nous l'avions dit très clairement aux Françaises et aux Français. Si nous n'avions pas de majorité Rassemblement National, à savoir le seul groupe, la seule proposition avec nos alliés d'un programme structuré, cohérent, nous étions dans l'hypocrisie de toutes ces coalitions de briques et de broc qui n'ont rien d'autre à proposer que sauver leur poste. Et donc on y est. Nous avons 3 blocs au Parlement qui représentent soit une majorité relative de suffrage, le Rassemblement National, soit des minorités à la fois en siège et en suffrage, le gouvernement sortant, et la gauche, qui n'ont rien à proposer, qui n'ont pas de projet, pas de programme, et donc essaient de se mettre d'accord sur tout, sauf des solutions pour les Françaises et les Français. Comment ? Le NFP, ils ont un programme, ils ont un contrat de législature. C'est fini, ce programme. Non, mais c'est fini, il n'y en a plus. Mais écoutez, déjà, on avait un programme socialiste à 100 milliards, un programme insoumis à 250 milliards. Donc non, quand vous avez un rapport de 1 à 2,5, c'est pas le même programme. Voilà. Donc ils ont menti pendant 2 à 3 semaines aux Françaises, aux Français, avec, il faut bien le dire, un certain laxisme de la couverture médiatique sur la qualité de leur programme. Vous n'avez même pas attendu 2 minutes pour y venir. Mais non, parce que c'est la réalité. Moi, j'ai eu plein de... Non, ce n'est pas la réalité. Non, ce n'est pas la réalité, Monsieur Tanguy. Non, en fait, la difficulté de ce type de propos, excusez-moi, je ne vais pas vous laisser terminer là-dessus parce que j'en ai assez de ce type de propos. La difficulté de ce type de propos, c'est que vous dites les médias, c'est comme si je vous disais vous, les politiques. Oui, ça vous arrive. Non, pas nous, ça ne nous arrive pas. Si vous regardez cette émission, vous regardez cette chaîne, nous allons chaque jour au cœur des programmes. Moi, je veux bien qu'on puisse rien dire et que dès qu'on touche à quelque chose, ce soit une vache sacrée. Mais il faut que ce soit juste, que je suis. Juste une soyez juste et précis. Non, mais c'est pas la question. Mais moi, je vous dis un propos. Je vais tenir à propos. On peut en placer une. D'accord. C'est mon sujet. Je vais bien finir ma phrase. Non, mais très bien. Non, mais vous nous mettez en cause. Non. C'est le sujet que je traite tous les jours, le matin et le soir. Oui. On a décrypté intégralement le programme des partis politiques, le programme économique des partis politiques. On a dit quelles en seraient les conséquences. On l'a mesuré, on l'a comparé. Vous pouvez pas dire les médias. Vous savez, ça fait partie des choses qui vous feraient grandir. Si vous avez rencontré, vous avez rencontré des difficultés, c'est aussi parce qu'il y a parfois un peu de manque de professionnalisme dans la façon dont vous traitez les choses, ce qui n'est pas notre cas. Je vous assure sincèrement. Non mais attendez, excusez-moi, moi je vais pas accepter des leçons, je vous donne ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que depuis... Non, mais c'est pas, on n'est pas à la cour de récré. C'est ce que je vous dis. Je vais finir mon propos. On n'est pas à la cour de récré. Depuis lundi, il se trouve qu'en tant que responsable de l'économie, des finances et du budget au Rassemblement National, depuis lundi, j'ai tous les spécialistes de la presse écrite, donc c'était ça mon propos, qui m'appellent pour me dire « Ah ben on avait sous-estimé la victoire du Front Populaire, alors on n'a pas couvert... Donc on n'a pas couvert leur programme comme on voulait, et donc ça fait 3 jours que je dois, réexpliquer
expliqué ce qu'on a expliqué sans être pris. Vous n'avez pas besoin Dans de un certain nombre l'expliquer ici, médias, on l'a fait. Sur leur programme, très bien. Sur la qualité, la non-qualité de leur programme. Et donc vous redites encore ce matin qu'ils ont un programme commun. Ils n'avaient pas de programme commun. Non, c'est un fait. Ils se sont mis d'accord en 4 jours sur un programme qu'ils ont appelé contrat de législature. Pardonnez-moi, monsieur Tanguy, ça n'est pas faux. C'est vrai. Faux. Sur les retraites, par exemple, si vous aviez l'interview de Mme Rabault, députée, qui était très claire, qui disait sur les retraites. Nous l'avons pointé du doigt. Il y a une version socialiste où on revient à 62 ans avec 43 annuités, et il y a une version insoumise à 60 ans avec 40 annuités. Donc si vous appelez ça un programme commun où vous avez entre les socialistes et les insoumis une version sur les retraites qui fait soit retraite Mitterrand 1981, pas financé, pas finançable, et le programme socialiste qui était en fait le programme de François Hollande, si vous appelez ça un programme commun, c'est votre point de vue, ce n'est pas le mien. C'est pas notre point de vue. C'est pas notre point de vue, monsieur Tanguy. Nous ne donnons pas notre point de vue. J'ai fini mon propos. Nous penchons sur les faits. Les faits, c'est que les dirigeants de la gauche ont signé un document commun. Alors vous jugez qu'ils ne sont pas d'accord. C'est absolument votre droit et vous êtes ici pour le défendre, votre point de vue. Nous nous intéressons aux faits. Les faits, c'est que les différents responsables de la gauche ont signé un document commun. Après, je ne juge pas de la qualité de ce document. Nous, notre travail, c'est de regarder les faits. En tout cas, maintenant qu'ils sont élus, ils se chamaillent, ils sont d'accord sur rien et ils sont incapables de l'appliquer, alors que nous sommes un bloc de granit. Et quand nous votons en bloc, en cohérence, et donc le programme qu'on avait proposé aux Français, nous sommes capables de le soutenir tel quel, et pas en le réécrivant plusieurs fois par jour. Vous n'étiez pas un bloc de granit, vous êtes allié avec Éric Ciotti. Éric Ciotti voulait la retraite à 65 ans. Sauf que c'était pas un bloc de granit. On a réglé le problème avant. Non, parce que nous, on a fait une alliance avant et on a réglé le problème. Monsieur Ciotti a reconnu que nous appliquerions le programme du Rassemblement National. Quand Éric Ciotti, c'était pas si j'ai écouté attentivement au MEDEF et il était avec Jordan Bardella sur ce point de vue. Même si c'est vrai que par le passé, ils avaient soutenu autre chose. Gabriel Attal sera le patron du groupe Renaissance a priori. Madame Borne et Monsieur Darmanin se retirent. C'est une annonce de Sylvain Maillard qui était lui-même jusqu'à maintenant le patron du groupe. Il y a une réalité, c'est que les Français ont décidé d'accorder à la représentation nationale une espèce d'équivalence en 3 blocs. Le Rassemblement National est un de ces 3 blocs. Est-ce que le pays est bloqué, monsieur Tanguy? Il est complètement bloqué, mais c'est la première fois que je n'ai pas trouvé de précédent historique depuis le 19e siècle où les Français votent, en plus massivement, et se retrouvent avec un résultat où ils ne savent pas, par qui ils vont être gouvernés. Je n'ai pas retrouvé d'équivalent. Il y a des équivalents à l'étranger, où c'est la tradition, quand vous avez une démocratie parlementaire à la proportionnelle, effectivement, vous avez des coalitions à faire, et c'est comme ça que ces pays fonctionnent. En France, on ne sait pas faire. On n'a jamais fait depuis très longtemps. C'est pas la logique de la Ve République, puisque là, on a un peu le défaut des deux solutions. C'est qu'on a le défaut du bloc majoritaire, du scrutin majoritaire, à savoir qu'il n'y a pas de relation entre le nombre de voix, alors l'Assemblée nationale fait presque 11 millions de voix, et le 3e en siège. La gauche est 3 millions de voix derrière nous et a 40 sièges de plus que nous, donc on a le défaut du scrutin majoritaire qui n'est pas représentatif comme le scrutin proportionnel. On n'a pas l'avantage à savoir une majorité claire, mais on n'a pas non plus l'avantage de la proportionnelle, à savoir qu'on est habitué à ces coalitions et surtout que les gens votent en conscience. Parce que dans un système proportionnel, les gens savent bien que personne n'aura, c'est très rare d'avoir la majorité absolue en proportionnel. C'est vrai qu'il y a une culture politique du coup différente dans ces pays-là. Mais maintenant qu'on a cette situation-là, qu'est-ce que vous allez faire, vous? Parce qu'il y a eu un dissensus important hier entre le secrétaire général du groupe RN et l'ancienne présidente du RN, la candidate à la présidentielle, présidente du groupe Marine Le Pen, sur la manière dont vous alliez agir si jamais il y avait un gouvernement du nouveau Front populaire. Motion de censure systématique ou alors en fonction des textes? On n'a pas compris. Alors sur la présence des insoumis ou des écologistes qui sont des insoumis repeints en vert, il y a une censure systématique. Voilà, censure systématique parce que leur simple présence à la tête du gouvernement est dangereux. Moi, je ne vais pas laisser au gouvernement des gens qui cautionnent des propos antisémites, qui cautionnent la violence comme un moyen politique avec l'élection de M. Raphaël Arnaud, fasciste de gauche, qui considère qu'on peut tirer dans la tête des opposants. Ça y est, vous êtes tous d'accord? Oui, mais on a toujours été d'accord. Non, il y a eu un dissensus hier soir. Excusez-moi, ceux qui fixent la ligne, que ce soit pour Renaud Labaille ou pour moi, c'est Marine Le Pen et c'est Jordan Bardella. Donc là, il y a une seule ligne qui a été réaffirmée hier, que par ailleurs, on avait esquissé avant, mais leur présence est insupportable. Je donne un exemple. Sur la politique énergétique, vous savez que comme le gouvernement Attal sortant n'a pas eu le courage de réécrire la loi sur la programmation énergétique, par exemple sur le nucléaire. Aujourd'hui, dans la loi, il y a toujours écrit qu'il faut fermer encore 12 réacteurs nucléaires. C'est encore écrit dans la loi. Si on avait un gouvernement insoumis vert, il pourrait prendre des décrets
pour arrêter la relance du programme nucléaire, puisque c'est dans la loi. Ce qui n'était pas possible, par exemple, pour la retraite, où ils ont menti aux gens, où ils ont dit que par décret, ils pouvaient revenir à 62 ans, alors que dans la loi, il y a écrit 64 ans. Un gouvernement, c'est encore heureux en démocratie, ne peut pas avoir un décret si contraire à la loi. Donc leur simple présence, même quelques jours, pourrait suffire à prendre des décrets mortifères, par exemple. Donc ils arrivent, motion de censure directe. Ah oui, mais si on l'annonce aussi d'une façon aussi claire, c'est aussi pour que ça sert à rien de les nommer. Alors donc vous faites la motion de censure contre tout gouvernement qui comprendrait une partie LFI, et en même temps, si jamais il n'y a pas de gouvernement de la gauche, et qu'il y a un gouvernement, par exemple, minoritaire du bloc central, là, vous votez la censure avec LFI. On votera la censure, mais sur des textes précis. C'est ce qui s'est passé avec le gouvernement Attal, par exemple. On ne l'a pas censuré a priori, c'est-à-dire d'emblée. On a considéré que malheureusement les institutions étaient telles que même s'ils n'avaient déjà pas une majorité absolue à l'époque, il fallait bien un gouvernement, et on l'a censuré quand par exemple leur texte budgétaire mettait les finances publiques dans le mur, puisqu'on avait déjà estimé que leur budget initial, même avant l'annonce des 15 milliards qui n'avaient pas prévu de déficit caché, n'était pas viable. Donc nous, on censure quand il s'agit d'un gouvernement républicain et pas de dingue qui cautionne n'importe quoi, une censure sur un texte précis ou sur une volonté... Vous voteriez avec LFI le retour à 60 ans ? Oui. La retraite ? Oui. Ah non, la réforme de Marine Le Pen, c'est un âge central à 62 ans j'ai entendu... et des mesures pour les carrières longues à 60 ans pour les gens qui ont commencé à travailler avant 20 ans. D'accord, mais c'est pas une retraite universelle à 60 ans. Des voix au Rassemblement national dire on voterait un texte ramenant l'âge légal de la retraite à 60 ans. Ah mais non, alors on voterait une réforme, l'abrogation de la réforme Macron renvoie l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans. Non mais ce qu'on a dit, ce qu'on faisait avant, c'est que sur les textes mêmes, si c'est une bonne proposition d'où qu'elle vienne, on a toujours soutenu les bonnes propositions d'où qu'elles viennent. C'est pas la même chose de voter un texte qui peut être bien rédigé de la part d'un député insoumis, ça peut leur arriver même si c'est rare, que de donner le pouvoir exécutif à un parti. Voilà, c'est pas du tout la même chose, parce que le Premier ministre ou un ministre, il a un pouvoir, les Français ne le savent peut-être pas, mais il a un pouvoir exécutif important comme ministre. C'est pas juste un gratte-papier. Donc ça veut dire, Gabriel Attal le gouvernement va être démissionnaire bientôt, ils vont gérer les affaires courantes. Si on vous écoute, ça peut se passer tout l'été comme ça, il y aura pas de motion de censure du Rassemblement national. Mais nous, on ne souhaite pas le chaos. Nous, on regrette les résultats. On constate qu'on a une majorité de suffrages, on a dénoncé, je pense d'une manière très forte, et je le continue à le faire, les magouilles et les mensonges qui ont amené les Français. C'est pas des magouilles, des mensonges. C'est des magouilles, évidemment que c'est des magouilles. C'est des magouilles. Non, mais il y a aussi des gens LR qui avaient envie que vous soyez élus. Enfin, il y a eu dans tous les sens. Les gens ont fait de la politique dans tous les sens. Mais c'est pas de la. Enfin, chacun est libre de faire ce qu'on veut. C'est autorisé, c'est légal. Mais moi, je considère que c'est illégitime, quand les Français vous ont mis au deuxième tour, de considérer que vous pouvez faire votre petit caca nerveux et retirer votre candidature et dire à vos électeurs, vous m'avez mis au deuxième tour, mais moi je fais ce que... Mais la difficulté dans ce genre de raisonnement, c'est que vous étiez tout de même présent. Je veux dire que les Français avaient l'occasion de voter tout de même pour le Rassemblement national. Vous dites, et je pense à juste titre, vous répétez à juste titre, je pense régulièrement que les Français sont responsables, sont indépendants et votent en conscience. Je partage ce point de vue. Mais du coup, en conscience, ils ont choisi de ne pas voter pour vous dans bien des circonstances. Je veux dire, c'est que vous n'avez pas été écarté du second tour par une magouille, comme vous dites. Mais il y a deux choses différentes. Nous, immédiatement, j'étais sur tous les plateaux dimanche soir, reconnu les élections sans aucune ambiguïté. C'est le résultat, c'est le choix souverain des Françaises et des Français, mais c'est pas parce qu'ils ont fait un choix en responsabilité que je ne peux pas dénoncer les méthodes qui les ont amenés à faire ce choix. Et ce sont des méthodes politiques qui consistent à faire croire qu'il y a un barrage républicain qui n'existe pas. Il a existé indéniablement. Mais parce que, excusez-moi, sur le moment, par exemple, les gens, ils ont une fois plus caché, je l'ai dit au début, l'incohérence du NFP. Ils ont caché un certain nombre de pratiques complètement condamnables, comme Monsieur Arnaud, une fois plus, qui a été soutenu par la maire d'Avignon. Excusez-moi, je considère... Mais vous avez pâti de la piètre qualité d'une partie de vos candidats. Mais ça, on l'a reconnu, que nous avions fait des erreurs. J'ai pas dit, nous sommes parfaits et nous sommes victimes dans notre perfection supposée d'une injustice totale. Nous avons une part de responsabilité. Mais par ailleurs, je ne suis pas d'accord avec ce genre de pratique politique. Je ne l'ai jamais été, même quand j'étais dans un parti beaucoup plus minoritaire. Je considère qu'on ne peut pas, et d'ailleurs il y a un sénateur, Les Républicains, qui veut interdire les désistements entre les deux tours. Parce que c'est prendre le scrutin, de manière malhonnête. Parce que si vous avez dit ça avant le premier tour,
S'ils avaient dit votez pour nous, ça sert à rien, de toute façon on se retirera au deuxième tour, il y aura peut-être des gens qui n'auraient pas voté pour eux au premier tour et donc ils n'auraient pas été sélectionnés. Donc en fait, on modifie la sincérité du scrutin en ne respectant pas sa forme. Il y a beaucoup de gens qui le pensent. Il y a une réalité qui, une nouvelle fois, est un fait, c'est que le nombre de députés du Rassemblement national progresse de manière très significative, plus de 140, alors que vous étiez à 89 au cours de la précédente mandature. Il y a 10 millions de Français qui se sont prononcés pour vous. Vous avez rappelé notre système de répartition, il est tel qu'il est, mais c'est une progression significative. Mais est-ce que ça n'est pas aujourd'hui la réalité de ce qu'est le Rassemblement national ? Vous espériez, c'est bien légitime comme les autres, avoir la majorité absolue, ça n'a pas été le cas. Mais est-ce que la réalité de votre parti aujourd'hui, ça n'est pas cette progression et c'est 140 députés ? Non, mais c'est une progression historique. Parce que la façon dont vous présentez les choses, on a l'impression que c'était pour vous la majorité absolue et qu'en gros, ça n'est pas normal que vous ne l'ayez pas eu. Une fois plus, j'ai refait tous les scrutins précédents. Ça n'est jamais arrivé qu'un parti avec autant de voix et autant d'avance qui fasse 37,5 au second tour n'ait pas la majorité absolue. C'est la question des réserves de voix, M. Tanguy, des alliances. Réserve de voix, oui, mais écoutez, on va pas. C'est le modèle. Voilà. Attendez, terminez votre propos, monsieur Tanguy. Non, mais c'est comme ça. Je prends acte du résultat. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas en soi qu'on n'ait pas eu le nombre de sièges. Ça n'a aucun intérêt. Ce qui m'inquiète, c'est que c'est bloqué, que les problèmes urgents, parce que nous vivons dans une situation d'urgence sociale, d'urgence économique, d'urgence budgétaire, d'urgence sécuritaire, tout soit bloqué. Monsieur le maire hier. Ça c'est votre sujet. Voilà. Alors c'est pour ça que je monte la ligne du alerte rouge sur le budget. Alors c'est un sujet qui est la campagne, qui est sensible à Pascal. Toute la campagne, y compris sur votre plateau, quand vous m'avez fait l'honneur et la gentillesse de m'inviter, il y a presque que moi qui est pas dans le paysage politique français de cette législative, qui est alerté les Français matin, midi et soir, sur la crise budgétaire. Monsieur Tanguy, justement. Il y a une urgence budgétaire, c'est un fait. Nous le racontons dans cette émission de façon extrêmement récurrente. Nous sommes convoqués par l'Europe, nous devrons justifier notre dette. Il y a des mesures à prendre et encore des milliards supplémentaires à trouver. Dans ce contexte-là, qu'allez-vous faire au Parlement si jamais un gouvernement de coalition centrale était amené à voir le jour et, première chose, prendre un budget, voter un budget, proposer un budget. Est-ce que vous allez vous y opposer ? Est-ce que vous allez accompagner ? Est-ce que vous allez amender ? Quel sera le comportement du Rassemblement national ? Mais ça dépend de ce qu'on nous propose. Si, par exemple, on continue les économies qui ont été faites au début de l'année, c'est-à-dire les fonds de tiroir, et affaiblir l'investissement dans l'avenir, la rénovation thermique, le bâtiment, la recherche ou l'éducation, ce sont des mauvaises baisses. Voilà, il faut faire une réforme structurelle de l'État. Il faut dégraisser le mammouth. Moi, j'ai dit, il faut supprimer au moins 2 échelons administratifs. Pas seulement les mandats, ça coûte presque rien, même si c'est surestimé. Les échelons administratifs, il faut faire une déréglementation massive. Par exemple, je donne un exemple, la crise de la construction. Le code de la construction, d'une part, et le code de l'urbanisme, d'autre part, ont augmenté de 50% de taille en 7 ans. Voilà. Ça sert à rien du verbiage, des normes inutiles, parce que le problème de noyer les entrepreneurs, les acteurs économiques de normes, c'est qu'on fait plus la différence entre ce qui protège le consommateur et la qualité et ce qui est juste de la bureaucratie. C'est pas l'objet d'Emmanuel Macron, la simplification ? 7 ans après, c'est parvenu. C'est-à-dire qu'au contraire, on a ajouté la complexité parce que la France est un pays qui produit beaucoup de normes. Ce serait très long, on n'a pas le temps de rentrer dans ce détail. C'est pas l'État, au fond, qui est responsable aujourd'hui, même si c'est lui qui produit un certain nombre de normes, mais les députés le sont aussi, parce que à l'Assemblée nationale, on vote des lois. Moi, M. Tanguy, ça m'a toujours, hors débat politique actuel, ça m'a toujours frappé. Est-ce que vous savez que la moitié des lois qui sont votées n'ont pas leur décret d'application un an après ? Oui. C'est-à-dire qu'une loi qui n'a pas ses décrets un an après, ça veut dire qu'elle est parfaitement inutile, qu'on peut s'en passer. Vous voyez, vous nettoyez tout ça, vous nettoyez le millefeuille administratif, mais qu'est-ce qui nous dit que vous le feriez vraiment ? Moi, j'entends ça depuis Valéry Giscard d'Estaing. Il faut, vous voyez, c'est vous dire un peu quel peut être mon âge. Vous étiez très jeune à cette époque. Oui, en 80, j'avais une vingtaine d'années, c'est ça, ouais, mais la fin du mandat du président Giscard, personne n'a jamais rien fait, M. Tanguy, parce que l'administration a le pouvoir. C'est vrai qu'avec les partis qui sont succédés au gouvernement, qui ont une image assez piètre du rôle politique, l'administration gouverne et la bureaucratie s'impose. Mais nous, on était les seuls à avoir annoncé une méthode. Jordan Bardella avait dit, toutes les corps de métier pourront trier les normes en 3 catégories. Les normes vertes qu'on gardera parce qu'elles sont saines pour l'économie, les normes rouges qui ne servent à rien qu'on éliminera, et les normes oranges qui peuvent être bonnes, dont il faut améliorer la rédaction. Donc on avait donné une méthode de travail et un calendrier qui était de 9 mois, et il y avait une volonté, et il y aura encore, si les Français nous font confiance plus tard, parce que je pense qu'on reviendra aux urnes assez vite, une méthode de travail pour arriver à cette déréglementation. Je reviens là-dessus. C'est aussi quand même notre
position par rapport à l'Union européenne, qui a une part considérable aussi dans cette bureaucratisation. On n'est pas en retard. La surtransposition est une spécialité française. Absolument. Vous avez une norme qui arrive de Bruxelles, on se demande comment est-ce qu'on va la complexifier. Monsieur Tanguy, à l'instant, vous venez de dire, je pense que nous retournerons aux urnes bientôt. Ça veut dire quoi ? Je pense que la situation est tellement bloquée ou une espèce de gouvernement technique qui ne correspond à aucune des volontés des Français par rapport à l'urgence dont on parlait. Je ne crois pas que ça puisse tenir longtemps. Ou si ça tiendra, ce sera contre une grande majorité des Français. Il n'y a pas mille options, il faut rappeler les choses aux gens qui nous regardent. Les urnes, rapidement, c'est démission du président de la République, puisque la dissolution, c'est 1 an, quel que soit le gouvernement, quel que soit le Parlement, quel que soit le président. C'est vrai, ceci dit, je considérais qu'1 an était, à l'échelle de notre histoire, assez rapide. Et qu'est-ce qui vous empêcherait finalement de remettre sur le métier une idée d'une coalition des droites, comme on l'a vu en Italie, avec plutôt un succès, c'est-à-dire votre partenaire, la Lega, avec Fratelli d'Italia, plus Forza Italia de Berlusconi, et on monte une alliance qui, pour le coup, avec des objectifs assez simples sur l'immigration, la sécurité. Sur l'Europe, c'était un peu compliqué, mais ça a fini par passer. Mais voilà, aujourd'hui, cette coalition, non seulement elle est majoritaire, elle est populaire et elle marque des points, y compris jusqu'au sommet de l'Europe. Pourquoi vous n'êtes pas, tenté par d'aller dans ce chemin-là, et j'allais dire, quitte à faire des compromis? Mais la coalition de Jordan Bardella, l'associé Marion Maréchal d'une part, et Éric Ciotti d'autre part, c'est les appareils. C'est les appareils qui n'ont pas suivi. Vous avez les députés LR qui ont réussi à se faire réélire par miracle, avec le soutien des voix des Insoumis et eux-mêmes ayant été dans le nini et n'ont pas été capables de choisir entre tout plus un fasciste de gauche, Monsieur Arnaud, de la Jeune Garde qui organise ou qui encourage la ratonnade, et ma collègue sortante de l'époque, Catherine Jaouen, avocate mère de famille, qui n'avait rien fait de mal. Voilà, donc à partir du moment où vous avez des appareils politiques qui sont tellement corrompus et lâches, il faut bien dire, qui sont incapables de choisir entre Monsieur Raphaël Arnaud, les Insoumis d'une part, et une députée Rassemblement National qui n'a rien fait de mal, on peut pas leur faire confiance. Voilà. Non, mais le projet politique, la philosophie politique qui consiste à bâtir soit une alliance des gauches, soit une grande alliance centrale, soit une alliance des droites, on le voit aussi aux Pays-Bas. Les Pays-Bas, ça a mis 6 mois, mais ils y sont arrivés. Oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs avec des gens du centre. Vous avez vu la réaction des amis de M. Macron, qui a été tout de suite d'appeler à la condamnation, puis finalement de condamner personne d'ailleurs aux Pays-Bas. Mais au-delà de ça, notre programme politique quand même est un dépassement de la droite et de la gauche. Et quand je vois quand même les circonscriptions que nous avons gagnées sur quand même le monde du travail, M. Roussel, des territoires qui étaient très liés au monde du travail, au monde ouvrier, M. Roussel, M. Jumel en Seine-Maritime, qui est la circonscription de Panly et de Dieppe. Oui. Nous avons quand même consolidé le marinisme et nous sommes quand même le seul parti politique, ça a été peu dit, qui est quand même soutenu majoritairement par le monde du travail. Voilà. C'est-à-dire qu'on nous traite toujours de partis, qui ne savront pas administrer l'économie. Il se trouve que Jordan Bardella et Marine Le Pen sont très majoritaires à la fois chez les ouvriers, les employés et les entrepreneurs. C'est la nouveauté d'ailleurs de ces élections, c'est le basculement du salariat, c'est vrai. Mais en même temps, la question que pose François est essentielle. Vous espérez qu'il y aura d'autres élections très vite. Or, on voit bien ce qui vous est arrivé. Vous aviez un allié faible, Éric Ciotti. Alors, il a 17 députés, mais c'était pas tous les Républicains. Sinon, vous seriez beaucoup plus nombreux s'il y avait une large alliance. Est-ce que finalement, ce sera pas toujours votre limite? Vous n'arriverez jamais parce que vous n'arrivez pas à faire cette alliance avec les LR, qui sont des héritiers du gaullisme, du chiracisme, et qui ne s'allieront pas avec vous. Vous êtes vous-même issu de... Voilà, je suis moi-même issu de cette famille, je les connais bien. Moi, j'ai l'impression que le gaullisme, de notre côté, pas de l'heure. Enfin, c'est aux Français de juger. Mais moi, je pense pas que le général de Gaulle aurait soutenu Monsieur Poutou. Mais on peut réécrire l'histoire, mais j'ai un doute sérieux. Non, mais écoutez, déjà, vous avez raison. Mais vous avez raison. De toute façon, la vie politique, c'est un combat. On a maintenant des alliés avec Monsieur Ciotti. Il y a 3 mois, nous les avions pas. Donc il y a quand même un progrès. C'est un peu décevant d'ailleurs. Ciotti, vous pensiez qu'il viendrait à plus. Mais d'accord, mais la vraie question, c'est pourquoi ils ne sont pas venus. Donc alors justement, c'est très intéressant. Moi, j'essaie de comprendre. Alors, je crois que c'est parce que ce sont des gros lâches. Non mais alors excusez-moi. Mais oui, mais il y a un moment, faut nommer les choses. Quand vous êtes responsable politique, des gros lâches. Quand vous êtes des responsables politiques, dans une situation d'urgence migratoire, d'urgence économique, d'urgence budgétaire, et que vous n'êtes pas capable de choisir entre Jordan Bardella qui propose un programme avec lequel vous avez 80% d'accord et les communistes et Madame Rousseau. Oui, je considère que c'est Monsieur Tanguy, excusez-moi, juste pour essayer de comprendre les choses. Est-ce que la difficulté, puisqu'en fait ce que dit François, la question que vous pose Soisy, c'est ça, c'est
des alliances potentielles que d'autres accepteraient de faire avec vous, d'un front républicain qui s'est mis en place contre vous. Alors, c'est quoi le problème? Ça vient de l'héritage du Front National, de la figure de Jean-Marie Le Pen, ça vient de certains propos tenus par certains de vos candidats que vous avez fini par condamner, vous l'avez refait ce matin en disant que vous aviez fait des erreurs sur certains de ces candidats. Ça veut dire que, en fait, le RN est historiquement infréquentable et le reste en l'état? C'est ça le problème? Mais pas du tout, ce sont des excuses. Je les connais par cœur, je le vois bien sur mon territoire de la Somme, où nous avons d'ailleurs battu le dernier LR qui existait sur ce territoire. Je le connais bien, c'est quelqu'un humainement que j'aime bien. Il ne m'a jamais donné un seul argument rationnel. Il n'y avait que, de la lâcheté. Monsieur Minot, dans l'Oise, qu'on a aussi battu, qui était d'accord avec nous sur tout, il votait même la censure avec nous contre le gouvernement. Et à la fin, il a cédé parce qu'ils n'ont pas le courage, je le sais. Moi, j'ai vécu le moment où vous passez du côté du Rassemblement national, vous avez votre milieu familial qui peut vous faire la tête, vous avez vos amis qui peuvent vous quitter, tout un tas de situations. Mais pour quelle raison? Et parce que la société française, la société française a mis, je vais répondre à votre question, la société française a mis sur le Rassemblement national toute sa culpabilité, un certain nombre de choses qu'on nous reproche qui sont fausses, parce que ça arrange bien un certain nombre de gens de diaboliser le Rassemblement national au lieu de prendre leurs responsabilités. Voilà. Et vous savez, parfois, tout n'est pas rationnel en politique, tout n'est pas rationnel dans une société, et le comportement envers le Rassemblement national n'est pas du tout rationnel. Quand j'entends que Marine Le Pen n'a pas rompu avec son passé, alors qu'elle a exclu son propre père du Rassemblement national il y a 10 ans, on n'est pas dans la rationalité. À la fin, c'est que la casquette de la Luftwaffe, elle se trouve sur la tête d'une de vos candidates, pas sur la casquette pas sur la tête d'un autre candidat, même si d'autres candidats, vous l'avez dit, ont d'autres sujets. Mais ces sujets-là, ils sont chez vous. Oui, mais la différence, c'est que nous, quand ça arrive, elle est immédiatement sanctionnée et virée. Oui, mais mais si vous croyez qu'il n'y a pas... Moi, j'étais à l'UMP avant. Si vous croyez que je n'ai pas rencontré à l'UMP avec des gens bien propres sur eux, qui ont l'air très sérieux, qui avaient des propos intolérables, vous vous méprenez, voilà. Il n'y a pas... Ces personnes n'existent pas qu'au Rassemblement national. La différence, c'est que nous, on les sanctionne immédiatement. Mais je peux vous dire que les pires propos de ma vie, que j'ai entendus, les propos les plus homophobes, par exemple, de ma vie, que j'ai entendus, c'était quand j'étais adhérent à l'UMP, voilà. Bon, mais voilà, ça fait bon temps. Mais on sait que les binationaux, par exemple, ont eu peur de propos qui ont été tenus, du programme, de la crainte. Alors, écarté de certains postes, ça changeait selon les interlocuteurs. Il y a eu une peur française aussi dans ce qui s'est passé au deuxième tour des législatives. La peur de voir Jordan Bardella et le programme appliqué. Il y a eu un réflexe de la société assez important quand même. Moi, je pense effectivement que sur la binationalité, nous nous sommes, trompés sur la façon de présenter cette mesure. Voilà, sinon, elle n'aurait pas été reçue comme ça pendant 3 semaines. C'est la TVA sociale. Donc il faut comment? Il vous est arrivé la TVA sociale. C'est ça, c'est la chose qui fait... C'était pour qui la TVA sociale? Rappelez pour les gens. La TVA sociale 2007, Jean-Louis Borloo parle juste avant l'élection, parle d'idée d'une TVA sociale et on pense que ça a fait perdre 20-30 députés à l'UMP. Mais la différence, c'est que la TVA sociale, je pense que les Français étaient contre sur le fond. Là, si notre mesure elle-même, est-ce que les gens sont contre, je ne suis pas sûr. En tout cas, c'est pas ce que je ressens. Mais la façon dont elle a été présentée et le fait que nous n'ayons pas été capables de les convaincre, ça prouve effectivement là qu'on a eu une erreur. Mais moi aussi, parce que c'est une mesure que moi-même j'ai essayé de défendre dans les médias. Visiblement, je n'y suis pas arrivé. Donc, je prends ma propre part de responsabilité. Mais il est évident que cette mesure n'a pas été comprise dans cette campagne. Merci beaucoup, Monsieur Tanguy.